Et hello, hello. Bonjour à tous et à toutes. Alors on fait cette vidéo un petit peu différente de d'habitude au niveau des sujets puisque certaines d'entre vous nous avaient demandé de faire un retour sur notre périple sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc on va vous faire notre retour et peut-être que ça aidera aussi si certaines d'entre vous ont envie Carrément. d'aller faire Saint-Jacques-de-Compostelle prochainement. On va vous donner, nous, ce que l'on a mis en place, et puis vous, après, prenez ce qui vous intéresse. Puis aussi, on va vous raconter peut-être quelques petites anecdotes, on verra ce qui vient. Voilà, donc c'est vraiment un partage, et c'est pas du tout développement personnel, même si, forcément, quand on fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de questions, beaucoup de réflexions, beaucoup de prise de recul, et donc forcément, il y a tout un chemin spirituel en fait qui se fait naturellement. Alors déjà, pourquoi on est parti sur Saint-Jacques-de-Compostelle? Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est mis sur ce chemin-là? C'était pour accompagner, c'était un projet à ton père qui voulait faire. Ça faisait partie d'un de ses projets en attente. Et nous, on s'est proposé, on a dit, ok, go, on va vous accompagner si vous voulez lancer. Nous, on est partant et on s'est retrouvés voilà, à se préparer pour faire, pour l'accompagner dans sa mission. Et il faut savoir que mon père, ça faisait depuis le jour où il avait pris sa retraite, où il s'est dit c'est un projet que j'aimerais faire. Et à l'époque, donc il y a plus de 15 ans, il n'y avait personne qui était prêt pour l'accompagner, parce qu'effectivement, il faut quand même un petit peu marcher, aimer un petit peu l'inconfort, etc. Et il avait trouvé personne pour l'accompagner. Puis tout seul, ouais, c'est pas Bah, la même chose, mais c'est différent en fait. Moi, je pense que finalement, avec ce qu'on a vécu, tu peux vraiment faire tout seul au final. Oui. Parce que tu n'es jamais vraiment tout seul. Non. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était vraiment le pourquoi on s'est lancé là-dedans. Il n'y avait absolument rien de religieux, en tout cas en ce qui nous concerne. Je ne sais pas pourquoi mon père avait décidé que c'était ce chemin-là qu'il fallait faire, parce que mon père est totalement athée. Pourquoi celui-là, pourquoi pas un autre? Voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, bon, on est parti sur ce chemin-là. On a fait donc depuis le Puy, donc qui est un des... qui n'est pas le départ, hein, parce qu'il y a des départs depuis la région parisienne, depuis Genève, mais le Puy c'est quand même un gros point de rassemblement. Donc on est parti sur celui-ci, et puis on est parti d'ici, et ensuite on a cheminé donc pendant 8 jours. Et donc au niveau de notre préparation, avec mon père, on avait décidé de faire entre 12 et 15 km par jour, sachant que mon père il a plus de 70 ans maintenant, et que de mon côté j'ai des petits problèmes de cœur, donc on s'était dit on va pas faire des trop grosses étapes, le but ça va être vraiment de finir notre périple, d'aller jusqu'aux 8 jours, c'était vraiment ça notre objectif de base. Donc le fait de faire le Saint-Jacques-de-Compostelle, ça a été décidé donc le 25 décembre, et on s'est dit le mi-septembre on ira faire le chemin. Donc on avait 9 mois à peu près pour s'entraîner. Nous on a l'habitude de faire du sport tous les jours, mon père a l'habitude de marcher, donc on a fait en fait un petit peu comme on a l'habitude de faire, on a continué notre sport, mon père il a marché un petit peu plus que d'habitude, et puis on a commencé à intensifier on va dire l'entraînement vers juillet-août. Et puis moi il y a eu un petit souci, c'est que en août on rentrait de balade, en plus j'étais vraiment avec mes chaussures de rando, etc. Et je prends un petit chemin, une petite pente en bois, mais dans un endroit mouillé, et j'ai glissé. Donc là pendant 2 semaines je n'ai pas pu marcher, et j'avais vraiment super mal, j'étais complètement bloquée. Et donc vous savez, quand vous faites mal alors que vous savez qu'il faut que vous entraîniez et que dans 1 mois vous allez partir pour faire tout ça, j'ai commencé à me dire mais non je vais pas y arriver, en fait je vais pas venir avec vous, laissez-moi ici. C'était un petit peu ce truc là, et au final 2-3 semaines avant le départ j'avais vraiment bien récupéré, j'ai recommencé un bon entraînement et je me suis dit ok ça fonctionne bien, donc j'y vais. Ensuite, il y a toute la partie... toi, tu t'étais entraîné aussi, parce qu'en fait, il y avait une partie, on avait une grosse côte, et donc toi, tu t'étais entraîné un petit peu beaucoup sur cette côte-là. Ouais, quand on allait à la salle, je mettais des haltères dans mon sac à dos pour simuler le sac.
et faire faire les 400 mètres de dénivelé de la partie la plus difficile du parcours qu'on avait identifié. Donc voilà, 400 mètres de montée, quasi, pas d'une traite, mais presque. Ouais, Hein. ouais. Et au final, bah, cette étape-là, finalement, ça a été on a trouvé que c'était On la avait plus peur, facile. et en fait, c'était pas si C'était difficile que ça au ouais, final. ouais, c'était la plus facile, donc c'était tranquille. Mais Mm. bon, du coup, ça veut dire aussi que la préparation Était peut-être bonne. était bonne. Hein, voilà. Et Parce qu'il y avait aussi au niveau du... Quand on allait marcher à droite à gauche, il y avait aussi ton téléphone on s'est rendu compte que le téléphone sous-évaluait de 20% toutes les sorties. Donc en fait, bah forcément, à chaque fois, nos entraînements finalement représentaient quelques kilomètres de de plus. plus. Donc pareil, encore une fois, l'entraînement a été bah, plus difficile Donc, la réalité. que la réalité. Donc c'était parfait. Et donc, bien sûr, au niveau de la préparation, bah, je pense que la chose la plus importante, c'est vos chaussures de marche, hein, de choisir des bonnes Ouais. chaussures de marche et qui sont aussi étanches, parce qu'on vous racontera, on a vu bien sûr la pluie. Quand vous partez pendant plusieurs jours, vous êtes sûr qu'à un moment donné, vous allez avoir de la pluie. Donc, choisissez des bonnes chaussures que vous avez testées, approuvées, qui ne font pas d'ampoule. Les Ouais. chaussettes aussi, les chaussettes double, je sais pas comment on dit ça, pas Double double épaisseur, coque, double épaisseur. anti-ampoule, hein, Donc ça, je anti-frottement. pense que ça marche vraiment bien. Ouais, ça c'est bien. Le seul truc, c'est que moi, j'ai oublié mes chaussettes. Et donc, quand je suis arrivée chez mes parents, je me suis aperçue que j'avais oublié mes chaussettes. Heureusement, eux, ils en avaient, mais c'était du 39-40, donc un peu trop grande pour moi. Et donc, ça frottait. Au final, ça frottait quand même. Donc, j'avais quand même les pieds bien rouges. J'ai pas eu d'ampoule, mais c'était pas... Voilà. Donc, trouver aussi les bonnes chaussettes, c'est vraiment, de toute façon, tout ce qui est pied, c'est le plus important. Après, Ouais. nous, on l'a pas fait, mais il existe aussi une crème que vous pouvez mettre au niveau des pieds. Si par exemple, vous avez des corps ou des choses comme ça qui peuvent vous faire mal, ça permet de ramollir le pied. Et donc, ça permet d'assouplir tout ce qui est sous le pied et ça évite d'avoir des ampoules ou d'avoir trop mal au pied. Donc, ça peut être aussi une bonne crème à acheter. Nous, Ouais, on n'a pas du tout on n'a pas utilisé. utilisé. Mais ça peut être intéressant, par exemple, pour les gens qui font un chemin de Compostelle beaucoup plus long. Beaucoup plus long. Ou peut-être que là, Oui, chaque avec détail, plus de kilomètres, ouais. chaque détail compte. Ouais. Étape quotidienne, plus répétition en termes de jours. Parce que c'est la répétition La répétition qui est dure. difficile. C'est pas tant le fait de faire une étape, c'est surtout de la refaire le lendemain. Parce qu'en fait, il n'y a pas de journée, il n'y a pas d'arrêt. Et il y a des gens qui, comme ça, pendant 15, 20 jours, ils enchaînent tous les jours. Bah, c'est 2 mois pour aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ouais. Du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est 2 mois. Et il y a des gens, ils font donc pendant 2 mois, ils font que de marcher. Je crois que c'est une moyenne quand même de 20 km, hein, je crois. Ouais, 20 km par jour. C'est une bonne moyenne. Donc voilà, donc ça c'est pour la préparation. Les bâtons nous ont beaucoup aidé aussi. Les donc, bâtons, prenez des bons bâtons. De ce que ton père disait, ça rajoute 20, ça économise 20-25% au niveau énergie. Jambes, Et nous, on l'a senti. On l'a senti, on n'a jamais eu mal aux jambes. C'est d'une efficacité. Ouais. Moi, je les ai utilisés en entraînement ici à droite à gauche, hein, pour le pic-nègre, pour aller à droite à gauche. Ultra efficace. Ouais, ultra donc efficace. vraiment, c'est... Et même c'est même obligatoire parce que des fois vous allez avoir des pentes qui sont vraiment très dangereuses, aussi etc. pour descendre. Ouais. Donc ça vous aide aussi à descendre, de ne pas être trop sur les genoux non plus pour ceux qui sont sensibles des genoux pour les descentes. Enfin, c'est vraiment top pour tout. Donc sur le coup on peut se dire oh ben je fais quoi de mes bâtons là, ça m'encombre. Oui, ça vous encombre quand vous êtes sur du plat, mais par contre dès que ça monte un peu, dès que ça descend un peu, vous allez voir c'est hyper efficace. Même sur du plat, hein, sur du plat, ça permet d'accompagner, Oui, ça permet de tenir. Ouais. Et sur les grosses montées, ça aide énormément. Ouais. Donc les bâtons, et puis ensuite bien sûr c'est la préparation de votre sac. Donc ce qui est dit, c'est qu'il faut que votre sac fasse moins de 10% de votre poids. Ouais. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à respecter, mais c'est pas si facile que ça à respecter, puisque nous, on s'est retrouvés, toi, t'étais... Alors, nous, on a pris quand même l'ordinateur portable au cas où il y a un problème. 13. Ça faisait 13 kilos, donc bien au-dessus de ce qu'il aurait fallu. Mon père, il était à 7 ou 8, donc aussi au-dessus de ce qu'il aurait fallu. J'étais la seule, moi, à être dans les clous. Moi, j'étais à 4,5 avec l'eau. Donc j'étais bien en dessous. Ouais. Donc c'est vrai que ça peut aider aussi de prendre un petit sac, ça permet de ne pas se dire ah j'emmène ça, parce que de toute façon ça rentre pas. Et puis
Je crois aussi, c'est un peu l'histoire du dépouillement, c'est-à-dire de se dire, bon, bah, de quoi j'ai vraiment besoin. Alors bien sûr, d'un change, ça c'est obligatoire, de vos médicaments habituels, mais après tout le reste devient du superflu et on se dit, bah, on met tout ça de Ouais, côté. Et ça parce que n'a pas été spécialement dur pour, non, pour non. nous trois, quoi, mais c'est vraiment important. Ouais, parce que le superflu, en fait, faut le porter. Ouais. Et après, ce qu'on s'est dit aussi, c'est par rapport au sac à viande. Euh, il en existe en soie, donc très léger. Nous, on avait des trucs en coton, le tien, il était très lourd. Donc ça, tout de suite, en fait, ça alourdit votre sac pour pas grand-chose, alors qu'il existe en fait d'autres solutions. Donc voilà, donc essayez de faire en sorte que votre sac soit le plus léger possible. Et puis bien sûr aussi pour votre préparation, de s'entraîner un petit peu quand même avec le sac, avec les bâtons pour voir un peu ce que ça donne. Au moins ça vous donne un peu une jauge en fait de ce que ça fait. Ouais, le port du sac, hein. Le port Le du port sac, du ouais, sac de bien le mettre. avec un poids qui correspond à la réalité, Ouais. à ce qui se fera pendant le parcours. Parce que ça va faire une grosse différence de porter un sac Ouais. pendant plusieurs heures chaque jour. Ça fait la différence. Et justement, donc pour notre périple, en fait, on a commencé donc le premier jour et on s'est planté en fait d'itinéraire. Ouais. Donc on avait quelques détours et on a dû faire une journée à presque 20 km, je crois, Ouais, au je pense. final. Ouais, 20-21 km ou peut-être 22 km. Et sur le dernier kilomètre, enfin vers les derniers kilomètres, à un moment donné, on était dans une descente et mon père il a failli se tomber. Donc là, on a commencé un peu avec Mathieu à se dire oh là là, est-ce qu'il va tenir? Ouais. Et surtout, on a commencé à voir en fait qu'il avait une mauvaise posture parce qu'il se tient plutôt en arrière, donc forcément, il était embarqué par son sac, plus la fatigue, ben forcément, on est encore plus embarqué. Et puis après, on était à 1 km de l'arrivée, et là, on voyait mon père, il marchait carrément sur le côté, et il était embarqué par son sac sur le côté. Et là, on s'est dit, on est le premier jour, là, on va pas le ramener jusqu'au bout. Ouais. Donc ce que Mathieu a fait, c'est que sur les derniers kilomètres, il a pris les deux sacs. Donc, tu avais ton sac plus le sac de mon père. Et il faut savoir qu'en réalité, c'est super bien organisé. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la malle postale. Donc, la plupart des gens, d'ailleurs, font ça. Ils donnent en fait leur sac à la malle postale. Et la malle postale donc, prend votre sac là où vous êtes, donc au gîte où vous êtes, et l'emmène au prochain gîte où vous allez. Donc c'est super bien fait. Vous mettez juste votre nom sur une étiquette qui est fournie. Ouais. Et voilà, il faut déposer le sac à dos à 8 heures, voilà, avant 8 heures du matin. Dans chaque gîte, hein, ils ont des endroits bien spécifiques. Et puis ce service vient soit dans la matinée ou en cours de journée quand ils peuvent, parce qu'ils ont une grosse logistique, hein, une grosse organisation. Ils sont très forts. Ouais, très très bien. Et ensuite, bah, vous trouvez votre sac à l'arrivée. Donc c'est quoi le maximum je crois que c'était 17h 17 ou 18h. Voilà. Mais nous, ça arrivait. Non, à chaque fois, ils sont arrivés avant 16h, notre sac. Donc, ce qu'on a fait au final, comme on a vu que mon père, bon, c'était un peu. Il boitait. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de laisser en fait un sac à la malle postale. Et toi, finalement, tu as été chargé un peu comme mon père, au final. Et mon père a pris mon sac, qui était donc beaucoup plus léger. Et moi, j'avais pas de sac. Donc, parce que mon père était un peu déçu de faire Saint-Jacques sans son sac, etc., comme un vrai pèlerin et tout ça. Donc moi, je m'en foutais complet d'avoir ou pas avoir mon sac. C'était pas un problème pour moi de le laisser. Du coup, on a tout réorganisé. On a organisé tous les sacs pour les trucs inutiles. Les mettre dans le sac qui faisait le voyage avec la malle postale. Et donc, on peut mettre jusqu'à 13 kilos. Ce qui est quand même pas mal. Parce que nous, comme tu es déjà bien dépouillé. On était à 10 kilos, je crois, dans ce sac max. Donc, c'était déjà... Voilà. Donc, jusqu'à 13 kilos, vous pouvez envoyer vos sacs. Donc voilà, donc au final, on s'est organisé comme ça à partir du deuxième jour. Et donc là, on a découvert aussi l'état d'esprit, finalement, vraiment le premier soir. Parce que comme dans la journée, on n'a fait que de se perdre, etc. Et qu'on était aussi parti plus tard parce qu'on avait fait le voyage en voiture. On avait laissé la voiture, donc on était parti vers 11h, alors que la plupart des marcheurs partent vers 9h ou 8h. Même avant, il y a la messe au puits. Oui, voilà, il y a la messe tous les matins.
pour le départ. À 7h, je crois, allez. Ouais, à 7h, et ensuite. Et ensuite, les gens partent. Ouais. Alors que nous, à 11h, donc on arrive à 11h, Forcément, on a ouais. fait des détours, donc en fait, on a vu personne, donc on a vu vraiment du monde quand on est arrivé au gîte. Et là, donc on a commencé à sentir un peu l'état d'esprit de Saint-Jacques, parce que je pense que Saint-Jacques, effectivement, on peut se dire c'est le chemin, on va marcher, on va en chier, on va se retrouver tout seul, on va être avec nos pensées, etc. Mais il y a aussi tout l'état d'esprit de Saint-Jacques, où au final, quand on part à peu près à la même heure que tout le monde, bah, finalement, on se croise, on se recroise, parce que certains Ouais. s'arrêtent, d'autres mangent, d'autres vont plus vite, d'autres vont moins vite, etc. Donc en fait, c'est un véritable... On croise tout le temps en fait les mêmes personnes, on se recroise, etc. Et puis surtout, on se recroise ensuite le soir au gîte. Et là, en fait, c'était vraiment bien fait, quoi. C'était vraiment des professionnels, en fait, Oui, qui vous reçoivent. Donc, ouais. ils ont vraiment l'habitude de faire à manger pour 15. Et puis, tout est super bien organisé. Et puis, à 21h, bah, vous êtes au lit. Ouais. Donc, vous pouvez parler avec les gens au repas, et ensuite au petit-déj, et puis ensuite sur le chemin. Voilà. Ouais, puis ces gens-là, en fait, on s'est rendu compte que on les a. Parce que c'était la première étape. Et il y en a plein on a retrouvé, on suivait. Donc ce soir, c'était vraiment sympa. Puis plus ça allait, plus on papotait sur le chemin quand on se croisait, et on faisait de plus en plus connaissance. Ouais, c'était vraiment. Et c'est vrai qu'on peut croiser. Bon, alors nous, on était en septembre, donc ça va plutôt être des retraités qu'on va croiser. Apparemment, l'été, c'est plus des familles avec des enfants. Au mois de mai-juin, c'est plus des actifs. Donc après, ça dépend aussi des périodes. Bon, on était plus avec des retraités, donc c'est vrai que c'est que les gens qui avaient vraiment beaucoup de temps, qui n'étaient pas du tout stressés. Et donc c'était tranquille, quoi. Ouais, c'était sympa. Nous, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y avait tout un écosystème qu'on ne peut pas imaginer, hein, autour du chemin, que ce soit ce service-là de la malle postale, les gîtes qui sont vraiment spécialisés dans l'accueil des marcheurs, des pèlerins. Donc, ouais, grosse, belle découverte de ce monde. Et il y a peut-être un truc qui nous a un peu choqué, c'est vraiment ce truc de « je suis pèlerin, donc tu me dois tout ». Il y a vraiment un truc pour... Enfin, certaines personnes en fait, sont un peu malsaines par rapport à ça, où en fait il y a plein de personnes de chambre d'hôtes, en fait, d'hébergeurs qui nous ont expliqué qu'il y a des gens qui se croient un peu tout permis parce qu'ils sont marcheurs et qu'ils font Saint-Jacques, et que donc l'hébergeur doit donner le couvert, recevoir à n'importe quelle heure, même s'il n'y a plus de place, ben, ils doivent trouver une place sur le canapé, enfin voilà, ce genre de choses. Ils veulent se faire récupérer en voiture. Plein de choses parce que je suis pèlerin. Donc ça, c'est un peu le mauvais état d'esprit. Mais sinon, on en a vu très peu. Voilà, c'est très peu. On en a vu très peu, mais quand même, les hébergeurs sont toujours un peu soufflés en fait de ce genre de comportement, et c'est un peu ça qui reste. D'ailleurs, ensuite, en discutant, on s'est aperçu qu'en général, un hébergeur sur Saint-Jacques-de-Compostelle le fait pendant 3 ans, et ensuite il arrête parce que c'est vraiment très dur. Il faut imaginer que de 1er avril jusqu'à peu près au 30 septembre, des fois certains continuent un peu début octobre, vous avez tout le temps, tous les jours, 15 nouvelles personnes qui arrivent chez vous, que vous devez nourrir, que vous devez blanchir, etc. Donc c'est quand même un gros travail en fait. Pendant 6 mois, c'est intense. À la fin de la saison, ils sont rincés. Ils sont rincés. Et on a discuté avec une hébergeuse qui faisait ça pour sa 2e année. Dès sa 1re année, elle s'est pété le dos à la fin de la saison, tellement elle était fatiguée de changer les draps, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est... On l'a vu, elle était usée. Elle était usée. Elle était vraiment usée. Elle était jeune. Hein. Alors aussi, on avait envie de vous dire, finalement, qu'est-ce qui nous a plu et qu'est-ce qui nous a pas plu sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Toi, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui te viennent de qu'est-ce qui t'a plu? Moi, il y a tout qui m'a plu. La découverte de l'écosystème, l'ambiance. L'écosystème de, tu veux dire, les gîtes, les chambres d'hôtes et tout ça. Voilà, l'ambiance générale. Les gens étaient les gens étaient vraiment sympas. Le chemin est ultra bien balisé. Donc il n'y a pas de difficulté vraiment à se perdre, sauf le premier jour où en fait il y avait vraiment une indication qui indiquait déviation. Voilà. Mais sinon, tout le long aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait tous les 6 ou 7 kilomètres un point d'eau.
un point d'eau avec toilette. Mm. En tout cas, dans la partie qu'on a faite, après, on ne sait pas trop comment c'est géré. Et on a compris que c'était géré soit par les mairies, soit par les départements, soit par les régions en fonction des tronçons. Donc tout n'est pas géré de la même manière, mais nous, ce qu'on a eu, c'était quand même très bien géré. Ouais, c'était vraiment bien. Et ça signifie aussi qu'il n'y a pas besoin de se surcharger en quantité d'eau, parce que donc on peut gagner quelques kilos, parce qu'en fait, au bout de 1h30, grand maximum 2 heures de marche, on a un point d'eau. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça c'est le retour d'expérience. Ça sert à rien de trop se charger, surtout si on a l'info. Après, si on a vraiment l'info qu'il n'y a pas de point d'eau avant 3, 4 ou 5 heures de marche, là oui, forcément, il faut prendre plus d'eau. Mais on n'a jamais eu de difficulté pour trouver de l'eau. Pour l'eau ou même à trouver à manger. Non. Parce que des fois, il y a des gîtes aussi qui font à manger à midi. Sinon, il y a toujours des boulangeries, il y a toujours des petits villages où il y a des boulangeries. Après, il faut faire attention parce qu'elles peuvent être fermées le lundi, le dimanche et tout, donc en fonction de là où on passe. Ouais, donc c'est à planifier aussi, c'est un peu à regarder. Ça, on avait planifié, en fait, on savait à peu près où est-ce qu'on allait avoir du mal à trouver à manger. Des fois, les chambres d'hôtes et les gîtes vous préparent le casse-croûte, mais des fois, c'est pas le cas. Donc ça, il faut bien aussi regarder qu'offre en fait la chambre d'hôte ou le gîte. Et voilà. Et donc après, peut-être aussi on peut faire la différence entre chambre d'hôte et gîte, parce qu'apparemment il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la différence et qui ensuite sont mécontents en fait de leur séjour. Une chambre d'hôte, c'est vous avez votre chambre avec votre salle de bain. Un gîte, c'est vous avez votre chambre et la salle de bain est partagée. Et puis après, dans les gîtes aussi, il y a carrément des dortoirs. Voilà, donc il faut bien faire attention à voir ce qu'on réserve. Et bien sûr, c'est plutôt conseillé de réserver parce que il y a énormément de monde sur Saint-Jacques. Donc si vous faites du jour au lendemain, vous risquez de ne pas avoir l'endroit où vous voulez aller. Et de devoir, aller plus loin. 4, 5, 6 km. Dans un endroit où il y a peut-être un peu plus de gîtes ou de chambres d'hôtes. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. Ça, c'est de la planification. Non, moi, franchement, tout m'a plu. T'as bien mangé ? Ouais, très bien mangé. Très bien mangé. Moi, je mettrais quand même un bémol, c'est-à-dire que c'est pas ce qu'on a mangé, c'est pas de la nourriture pour sportifs, quoi. On a mangé beaucoup de pain. C'était en même temps, on le savait. Pas très équilibré, voilà, on le savait. On savait mais en tout cas, voilà, c'est pas de la nourriture pour sportifs, c'est vraiment de la nourriture, je sais pas comment dire, française peut-être. Il y a quelque chose un peu comme ça, mais en tout cas, beaucoup de pain. Donc ça a été un petit peu dur pour nous. Pic de glycémie, tout ça. Ah ouais, puis beaucoup de sucre. Beaucoup de sucre. Donc, en tout cas, moi je trouve que c'est pas adapté. Ouais, pas adapté pour un... Mais ça fait partie de l'histoire. Parce que on choisit pas ce qu'on mange. Voilà, et on peut pas emporter 8 jours de bouffe. Non. Et puis on mange ce qui est servi en fait sur la table. C'est ça. Donc, voilà, donc et est-ce qu'il y a des trucs qui t'auraient pas plu ? Non, mais c'est juste comme on en parlait tout à l'heure, là, c'était juste sur la fin. Sur la fin, les étapes, elles étaient un peu courtes et donc on terminait très tôt. On terminait très tôt et il y avait un petit côté frustration qu'au final, on s'est retrouvé à beaucoup attendre parce que les gîtes n'ouvrent qu'à partir de... soit c'était 15h ou 16h, donc quand on est arrivé à midi et demi ou 1h, on sèche. Et donc ce côté, on aurait pu faire En fait, on aurait pu faire plus, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé parce que mon père avait calculé de son côté et moi j'avais calculé du mien et on avait tous les deux le même nombre de kilomètres. Et en fait, on avait prévu, on pensait plus et en fait c'était moins. Donc forcément, donc les 3 premiers jours, ils ont été un petit peu hard parce qu'il y avait plus de kilomètres prévus. Et puis il y avait beaucoup de montées, beaucoup de descentes, etc. Les trois premiers jours, c'est vraiment la partie qu'on pourrait dire qui a été la plus difficile, mais pas du tout infaisable. Par contre, après, c'est vraiment plus du vallonné, mais il n'y a pas de grosses difficultés, à part une grande descente, 3e jour qu'on a fait, mais c'est pareil avec les bâtons, tout ça. Mais il y avait des gens qui avaient vraiment beaucoup de mal, des femmes en fait qui avaient peur de descendre tellement c'était à pic, qu'elles étaient bloquées quoi. Donc donc il y a des passages en fait qui sont pas forcément évidents. Il y avait aussi des côtes qui étaient pas évidentes.
la côte là, de Sainte-Madeleine, il y a beaucoup de gens qui au final avaient du mal. Nous, c'est vrai que c'est bizarre parce qu'on n'a pas eu de mal. Pas du tout. Alors, comme on vit dans les montagnes et qu'on a l'habitude de faire que des côtes, peut-être que c'était normal. Je pense que ça aide. Hein. Ouais. Mais oui, il y avait aussi beaucoup de gens qui sont arrivés, qui étaient vraiment vannés de cette étape-là, quoi. Ouais. Après, ce qui est aussi, moi, ce qui m'a beaucoup fait réfléchir, où je me disais, purée, les gens qui faisaient ce pèlerinage, ils y allaient, à d'autres époques. mais après, ils devaient revenir à pied. Ouais. Et donc, ils dormaient dans les petites chapelles, dans les petites églises qui n'étaient pas chauffées. Et donc, nous, effectivement, comme tu dis, on finissait plus tôt que prévu. Donc, ensuite, quand il pleuvait, on attendait dans les chapelles, il faisait froid dans les chapelles. Et pas de chauffage, donc je me disais waouh. C'est vrai qu'à 2 reprises, on s'est retrouvé à attendre dans des églises qui sont ouvertes. Ouais. Tout est ouvert en fait sur voilà. Saint-Jacques. Donc ça, on dirait que c'est vraiment spécifique au chemin. Et parce que de ce que j'ai compris, les églises en général, elles sont pas ouvertes. Ouais, c'est ce que disait mon père. C'est ce qu'il disait, ouais. Donc voilà, ça c'est à l'ancienne, quoi. Et aussi, donc, on a la petite crédentiale. Donc, à chaque fois que vous passez dans un gîte ou à chaque fois que vous passez dans une église importante, vous faites en fait le petit tampon. Ça, apparemment, du côté espagnol, c'est obligatoire. Sinon, vous n'êtes pas considéré comme pèlerin. En France, c'est pas une obligation d'avoir ça. Donc, voilà. Bon, nous, après, on l'avait. Voilà. Puis chaque gîte a son tampon aussi, personnalisé. Donc, c'est vrai que c'est sympa. Puis ça permet de se souvenir. Où est-ce qu'on est passé. Après, on accumule les tampons. Est-ce qu'il y a des points négatifs que tu pourrais partager? Non, moi, pour cette histoire d'étape, à la fin un peu courte, et toi, ce que tu disais, que c'est vrai finalement la bouffe, mais bon, la bouffe, on peut pas faire grand-chose. Non. Et toi? Non, moi j'ai pas de choses négatives. Je trouvais que c'était passé comme une lettre à la poste. Le fait aussi qu'on n'ait pas eu de bobo, qu'on n'ait pas eu de chute, qu'on n'ait pas eu de trucs grosses trop blessures, durs. Trop durs. Voilà, on a tous un peu souffert. Toi, tu avais une sorte de tendinite. Moi, j'ai toujours mal aux épaules, donc forcément, mais bon, on a réussi à finir sans trop de bobo. L'arnica, on l'a fini. Hein, le tube d'arnica était terminé. Ça, c'est vraiment l'indispensable. Et puis voilà, et puis forcément aussi le fait d'être dans les gîtes, dans les maisons d'hôtes, etc. Moi, ça a réactivé mon passé, où j'avais une chambre d'hôte quand j'étais sur Paris. Et donc ça nous a un petit peu réactivé en se disant ce serait peut-être bien qu'on achète un gîte ou une maison d'hôte et qu'on fasse ça en fait pendant 4-5 mois de l'année, etc. etc. Donc on s'est, même quand on était sur le chemin de Compostelle, on était déjà en train de rechercher, de se dire qu'est-ce qu'on pourrait racheter. On posait des questions aux hébergeurs, tout ça. Comment ça fonctionnait. Comment ça fonctionne. Le temps qu'ils y passent, machin, etc. Voilà, mais bon, après ils étaient quand même tous fatigués. Même la chambre d'hôte, on est allé où ils maîtrisaient vraiment très très bien leur sujet. Le monsieur il disait nous, je sais plus, eux, il y a 6 ans, je crois. Dans 6 ans, une fois qu'on a l'âge de partir à la retraite, on part à la retraite, quoi. On arrête. On n'insiste pas. On n'insiste pas. On n'insiste pas. C'est très usant, très fatigant, usant, et c'est surtout que c'est tous les jours, c'est des nouvelles personnes, donc c'est vraiment très particulier. Donc voilà, donc en tout cas, nous, on s'est dit pourquoi pas, mais il y a vraiment entre en gros Conques et Vaux-en-Velay. Le Puy-en-Velay. C'est pas le même endroit. Et le Puy-en-Velay où il y a peut-être quelque chose à faire au niveau des chambres d'hôtes. Ouais. Après, on n'a pas parlé quand même de notre journée sous la pluie. On a eu 2 jours de pluie, mais une journée où ça a été vraiment pas agréable. Quand on est sous la pluie, alors en plus, il y en a certains, ils nous disent « Oh non, c'est génial quand on est sous la pluie et tout ». Moi, perso, j'ai pas du tout aimé. Donc, on est avec les ponchos. On voit pas grand-chose parce qu'on est comme ça. Poncho indispensable. Parce qu'en fait, s'il pleut toute la journée, faut forcément arriver au point... à peu près sec. À destination. Donc, en fait, on peut pas se dire non, aujourd'hui, je marche pas parce qu'il pleut, quoi. Donc, il faut vraiment du matos.
pour la pluie. Ouais, Pour protéger le sac. protéger le sac, protéger Ouais. vos vêtements au maximum, parce qu'après vous savez pas trop si vous allez pouvoir faire sécher vos vêtements, sécher les chaussures, c'est pas forcément évident non plus. Donc c'est pour ça Ouais. que je vous disais prenez des bonnes chaussures au départ. Et puis pour nous, c'est surtout aussi c'est que les chemins, nous on était vraiment dans une sorte de chemin de granit. Donc normalement on passe au milieu, il y a juste le passage pour mettre les pieds. Et nous, en fait, le passage des pieds était rempli d'eau, mais Ouais, vraiment rempli d'eau. c'était un mini torrent en fait. Ouais. Il y avait 20-30 cm qui dévalait à fond Et donc on marchait en canard, Ouais. tout ça, donc là-dessus on a mis du temps pour traverser tout Ouais, ça aussi, ça, c'est ouais. que quand il y a de l'eau, vous mettez du temps, après il y avait aussi des endroits où il y avait Et le dernier l'eau, jour, là. c'était Ouais. à moitié un mini marécage. Ouais, donc il y en a plein et- qui sont repartis avec les chaussures mouillées. Ouais, Nous on a Ouais. réussi à passer ce marécage sans avoir les chaussures mouillées, donc ça c'était un grand luxe. Voilà, Ouais, le grand luxe luxe, devient incroyable à un Ouais, moment donné. Le petit détail Le petit devient, détail, ouais. devient luxe. Ouais. Le petit café chaud devient un luxe total. Ouais. Voilà, donc c'est aussi ça aussi, je pense, Saint-Jacques, c'est de revenir dans des choses qui sont Il n'y a pas de du superflu, quotidien, quoi, ou voilà, beaucoup moins. Ouais. des choses qui sont Ouais. quotidiennes où on s'en aperçoit même plus, en fait, ça n'a Ouais. plus de valeur. Et là-bas, Mm. forcément, le moindre petit truc devient une valeur de dingue, quoi, à prendre la valeur vraiment. Ouais. Et c'était bien aussi la chambre d'hôte où on était, le gîte plutôt, où il y avait, on était en fait chez un agriculteur en fait qui avait enfin un éleveur plutôt, mais je sais pas, il s'appelle agriculteur là-bas, mais bon, je sais pas si vous direz agriculteur, moi j'avais plutôt éleveur de vaches, et donc il nous a expliqué en fait tout ce qu'il faisait. Donc il est pas là pour nous recevoir et dire vous rentrez, vous vous installez et tout, et puis il est avec nous le soir. Et là, il nous parle de son travail, de l'historique aussi du village, de tout. Hein. de tout ce qu'il y a aux alentours. Ouais. Donc lui, il connaît tout par cœur puisqu'il est né là. Et donc c'était vraiment super intéressant parce qu'on a appris plein de choses sur les vaches et comment reconnaître les vaches, les vaches allaitantes et les autres. Enfin voilà, donc c'était super, super intéressant. Et donc après, on voyait plus les mêmes choses de la même manière et les paysages aussi qui étaient expliqués, parce qu'il y a beaucoup d'épicéas là où on était, pourquoi il y avait beaucoup d'épicéas, etc. Donc on avait aussi toute cette richesse en étant chez les hébergeurs qui connaissaient la région et qui pouvaient nous expliquer tout Ouais, ça c'était vraiment bien. Ouais. Moi j'ai vraiment aimé ce gîte-là. Ouais. Pour ça justement. Ouais. Voilà. Je sais pas si tu as autre chose Moi, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Ouais. Donc après, on s'est posé la question de est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on continue l'année prochaine ? Est-ce qu'on repart de là où on était ? Ou est-ce qu'on fait les 200 derniers kilomètres avant d'arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle ? Moi, je me souviens que j'étais allée à Saint-Jacques-de-Compostelle quand j'étais enfant. Et c'était juste incroyable. Saint-Jacques-de-Compostelle, pour ceux qui y sont allés, énergétiquement, c'est très fort. C'est un lieu incroyable. Donc c'est vrai que peut-être d'arriver en ayant fait les 200 derniers kilomètres, ça peut être pourquoi pas aussi incroyable. Ouais. Apparemment en Espagne c'est vraiment une autre ambiance parce qu'il y a beaucoup plus plus de monde. Donc là c'est des gîtes à 100 personnes, 150 personnes, c'est des dortoirs immenses. Ouais. Et donc, ils disent quoi ? Qu'il y a environ 2000 personnes, 2000 arrivées par jour. 2000 arrivées par jour. Ouais. Et au Puy-en-Velay, il y a 300 personnes, il y a 300 départs par jour à peu près. Ouais. Donc je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas de faire en Espagne. Après, peut-être qu'en Espagne, on peut le faire un peu plus tardivement, du style en octobre ou novembre. Peut-être que le temps, ça passe et donc il y a peut-être moins de monde aussi. Ouais. Peut-être, on ne sait pas. Ouais. Ou alors faire ce qu'on a fait jusqu'à Conques. Ouais, pour terminer ce tronçon, quoi. Ouais. Donc voilà, mais en tout cas, Saint-Jacques, c'est vrai que ça permet aussi de prendre du recul. Nous, dès le deuxième jour, on s'est dit, waouh, on a l'impression d'avoir le cerveau qui est totalement vide, libéré. Enfin, il y avait quelque chose comme ça de très apaisant. Pas en manque des ordinateurs, moi j'étais content. Non, très aérien. Ouais, donc il y a ça aussi, puis il y a vraiment une prise de recul finalement sur notre vie, sur qu'est-ce qui est important pour nous. Après, forcément, il y a l'effort physique. On se pose aussi tous les jours la question de est-ce que je vais réussir à terminer cette étape sans encombre ? Est-ce que je vais y arriver ? Donc il y a toujours quand même cette bouffée de dopamine quand on arrive dans le gîte en se disant ça y est, on a réussi une étape de plus.
Donc voilà, donc c'est très gratifiant aussi. Voilà, donc pour finir, si vous avez des questions par rapport à Saint-Jacques, n'hésitez pas à nous les Ouais, parce qu'on poser, a si on peut-être peut pas. répondre. Oui, voilà, exactement. On n'est pas des grands professionnels de Saint-Jacques, hein, mais c'est vrai que si on le refait, Mm. et ben, ouais, il y a plein de choses On referait différemment. voilà, qu'il est possible d'optimiser et de gagner beaucoup de poids. Mm. Et voilà, donc ça c'est l'avantage d'avoir déjà une première expérience. Ouais, puis on avait beaucoup de gens, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient déjà fait en fait ce passage-là. Oui, Des gens qui aussi accompagnaient des amis pour la première fois. il y a Voilà, vraiment de tout. de tout. Puis il y en a aussi De qui tout. font dans l'autre sens, qui font Voilà, dans le à sens l'inverse, inverse, qui font le retour en fait. Ouais. Voilà, bon bref, Ouais. c'est... Si vous avez des questions, avec plaisir, hein, en commentaire ou par mail, peu importe, comme d'habitude. Voilà, à très bientôt. À bientôt!